la puissance du couple. C'était pas simplement par l'argent, ni même par... À ce stade, vous commencez à comprendre la puissance du couple. C'était pas simplement par l'argent, ni même par l'influence qu'ils dominent les autres, mais par leur capacité à séduire tous ceux qu'ils approchent. Jusque-là, pour Epstein, c'est un sans faute. Non seulement il est riche, non seulement il a du réseau, mais en plus il a une femme et des amis qu'il aime. On est sur une belle histoire pour le moment, du moins tout aurait pu bien finir pour lui. Mais alors pourquoi on en est arrivé là? En 15 ans, Epstein passe d'un puissant financier de New York à un suicide dans une prison de haute sécurité. Il faut qu'on en parle. À la différence du père de Ghislaine, là on a des preuves d'assassinat. Des preuves qui viennent de personne d'autre que de son médecin légiste. J'ai découvert qu'il présentait plusieurs fractures de l'os hyoïde. Une telle tentative de suicide par prison ne peut pas provoquer ce genre de fracture. D'où viendrait la force nécessaire pour casser l'os à ces endroits précis? Je peux vous l'assurer, je n'ai jamais vu ça dans aucune de mes autopsies. Ce que je peux vous dire, c'est que ce serait extrêmement rare d'observer ces fractures après une telle pendaison. Rare. Ok, Epstein a été assassiné dans une prison de haute sécurité où toutes les caméras se sont éteintes, où les gardes étaient absents. Donc ceux qui lui en veulent, c'est pas des gens comme toi et moi. Ça vient de très haut. On parle de gens capables d'infiltrer une prison américaine sans que les autorités remettent en cause la théorie du suicide. Sur Terre, il n'y a pas 1000 organismes qui est capable de faire ça. Il est donc très probable que les services secrets américains ou d'autres services secrets se soient débarrassés de lui. Mais pourquoi ? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en novembre 1991. Quand Robert Maxwell glisse sur une flaque d'huile et tombe de son yacht, ça va mettre des gens en colère. Et c'est pas le genre de gens qu'il faut mettre en colère. À son enterrement, au cimetière du Mont des Oliviers à Jérusalem, il y a sa famille, donc Ghislaine bien sûr, mais à côté il y a Herzog, le président israélien, Yitzhak Shamir, le premier ministre, et 6 actuels et anciens chefs du Mossad. Et eux, le coup de la flaque d'huile, ils y croient pas trop. Ce qui signifie qu'un de leurs meilleurs agents s'est fait liquider, et qu'on a maquillé sa mort en suicide. Et ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont trouver un remplaçant à Robert. Un remplaçant plus jeune, moins endetté, moins installé, mais beaucoup plus vicieux. Très vite, par l'intermédiaire de Ghislaine, Epstein est approché par le Mossad pour une mission bien particulière. Un truc vieux comme le monde. Obtenir des dossiers compromettants sur des personnalités influentes. Jeffrey, c'est LE candidat pour ce job. Il aime le risque. Il a déjà piégé beaucoup de célébrités, alors s'il peut le faire pour les intérêts d'Israël et surtout s'offrir à la protection du Mossad, ça va vraiment pas le déranger. D'autant qu'en plus de cette protection, être en contact avec le gratin de la communauté juive, ça offre des avantages. Le premier, c'est son rapprochement avec le méga groupe, un homme d'affaires connu pour son penchant pro-israélien. Le méga groupe, c'est pas un club de bowling. Ça pèse des milliards de dollars et son influence aux États-Unis est considérable. Les fondateurs de ce méga groupe, Epstein les connaît bien. Le premier, c'est Charles Bronfman, 5e fortune du Canada, et ami de Robert Maxwell. Et le deuxième, c'est Leslie Wexner, son meilleur ami. Je pense que maintenant, vous comprenez mieux pourquoi Epstein n'a pas mis un pied en prison. Il a non seulement des contacts dans la finance, non seulement en politique, mais il est surtout protégé par le Mossad. Et ça, c'est le genre d'immunité qui vous font très vite prendre la grosse tête. Entre le début des années 90 et le milieu des années 2010, Epstein et Ghislaine Maxwell vont pas abuser de ce pouvoir. Ils vont l'user jusqu'à la moelle. Mais revenons un peu sur le couple. Entre les deux, c'est peut-être pas le grand amour, mais il y a quelque chose qui les unit profondément. Déjà, l'assassinat de Robert, c'est une épreuve très difficile qui les a beaucoup rapprochés. Ensuite, ils n'ont pas grand-chose à eux. Toutes les sociétés de Robert ont fait faillite, donc Ghislaine n'a pas un rond, et Jeffrey n'est pas si riche que ça. Tout ce qu'il sait faire, c'est arnaquer ses amis. Par contre, ce qu'ils ont et que personne n'a, ça m'attrait pour une sexualité déviante, ça va sans dire. Mais surtout, ils ont une capacité de persuasion hors norme. Je crois possible de comprendre le contrôle que cet homme pouvait exercer sur quelqu'un avant de l'avoir vécu. Son sens de la manipulation atteignait des sommets. C'était ça, la marque de fabrique de Jeffrey Epstein. Ce qui est triste, c'est que ce pouvoir magnétique, ils auraient pu l'utiliser pour percer dans n'importe quoi. C'est bien dans la pire des criminalités qu'ils vont s'enfoncer. Quand Epstein commence à travailler pour le Mossad, il a tout approuvé. C'est un escroc, un parvenu nouveau riche qui profite du carnet d'adresses de sa compagne pour faire des affaires.
Mais en l'espace de quelques années, il va montrer de quoi il est vraiment capable. À la fin des années 90, d'une grande soirée organisée par le couple, Ghislaine invite un ami de longue date, un homme extrêmement influent, extrêmement puissant. Il s'agit du prince Andrew, duc de York, fils d'Élisabeth II. À cette soirée, Jeffrey il est mis au courant de la présence du prince. Et il s'est renseigné sur lui. Il sait qu'il a un goût prononcé pour les jeunes femmes. Alors, l'air de rien, il commence à discuter, et après 3, 4, 5 verres, Jeffrey lui parle du pouvoir que lui donne Wexner. En quelque sorte, c'est lui qui gère Victoria's Secret, l'une des plus grandes marques de lingerie au monde. Et Andrew, il écoute, et ça l'intrigue. Parce qu'il voit depuis tout à l'heure passer à côté de lui une quantité absolument délirante de jeunes femmes sublimes. Alors en deuxième partie de soirée, il passe de la parole aux actes en offrant à Andrew de finir sa nuit avec Virginia Roberts-Giuffre, jeune mannequin âgée d'à peine 17 ans. Ghislaine est juste derrière moi. Et elle me dit, tu sais, tu vas devoir lui faire ce que tu fais pour Jeffrey. Andrew réfléchit pas, il accepte volontiers l'offre de son nouvel ami, mais ce qu'il ignore pour l'instant, c'est que les appartements de Jeffrey et Ghislaine sont truffés de micro-caméras de la cave au grenier. Jeffrey m'avait montré une pièce qui se trouve un peu plus loin que cette fenêtre-là. Elle était insonorisée et remplie d'ordinateurs et de vieux écrans de télévision empilés les uns sur les autres. On voyait les toilettes de toute la maison, les salles de bain de toute la maison. Chaque recoin de la maison était surveillé. Bien entendu, c'est pas dans l'intérêt d'Epstein de dévoiler quoi que ce soit à la justice. Mais c'est pas dans l'intérêt non plus du prince d'accuser Epstein de l'avoir piégé. Voilà comment petit à petit Epstein s'est mis dans la poche des personnalités extrêmement influentes. Cette technique, c'est l'une des plus célèbres des services compromates, le honeypot ou l'appât en français, qui consiste à obtenir des dossiers tellement sombres sur une personnalité qu'elle est obligée de faire ce que vous lui dites, sans ne jamais pouvoir vous dénoncer. Les comptes très souvent en dessous de la ceinture. Que ce soit des preuves d'adultère, d'homosexualité ou de pédophilie, vous pouvez être sûr que le piégé va faire ce que vous lui demandez, voire carrément devenir votre ami pour continuer de profiter de vos biens. Le couple Epstein-Maxwell va mettre tout son argent, ses contacts et son pouvoir de persuasion au service d'un réseau d'esclavage sexuel utilisé pour faire chanter les plus grandes personnalités de ce monde.